Parfait. Alors, donc, moi, je vais vous présenter très rapidement un cas clinique sur la possibilité de troubles psychiatriques induits par une corticothérapie. C'est le docteur Gehring, psychiatre, qui nous parlera un petit peu de comment il estime que la psychose ou la pathologie psychiatrique est décompensée par les corticoïdes ou non. Donc, le cas clinique, c'est Monsieur B, donc patient de 59 ans d'origine marocaine, qui a pour antécédent un diabète de type 2 sous metformine et une notion de syndrome dépressif. Et en fait, il arrive début novembre 2021 à HEH pour hypercalcémie sévère et insuffisance rénale aiguë. L'histoire, c'est que ce patient, il était hospitalisé à Mermoz les jours précédents pour exactement ce motif-là. Et en fait, il est sorti contre avis médical. Il est rentré à domicile 2 heures plus tôt et en fait, il a fait un malaise à la maison. Du coup, sa fille l'a ramené. Vous avez le bilan qui est réalisé. Donc, il arrive à HEH, il a une CRAT à 370 versus 111 en 2020, une urée à 11, une calcémie corrigée à 3,15 millimoles par litre. Avec les images, vous voyez un petit peu où on veut en venir. Donc, c'est un patient qui a une sarcoïdose multisystémique avec une atteinte musculaire et un très bel aspect de Tigerman au PET scanner. Des adénopathies médiastinoïlaires bilatérales non compressives, une CA augmentée, pas d'atteinte respiratoire, même s'il y a une atteinte un petit peu réticulonodulaire des bases. Et donc, il y a une biopsie musculaire qui est faite. Et avant d'avoir les résultats de l'anatomopathologie, en service de néphrologie où il était hospitalisé, lançons une corticothérapie à 1 mg kg par jour en PRS. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le patient va commettre son crime pour lequel il est inculpé pendant son hospitalisation en néphrologie. On n'a pas la temporalité exacte par rapport au moment où les corticoïdes ont été introduits, mais avant la corticothérapie, il avait une hypercalcémie sévère. On a mis la corticothérapie et durant tous ces jours, en fait, il commet le crime pour lequel il est inculpé. Donc, dès qu'il sort, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Corba. Et l'évolution sur le plan clinique va être tout à fait favorable avec une régression d'insuffisance rénale pour revenir à ses chiffres habituels de créatinine, une normalisation de la calcémie sans rebond, une amélioration symptomatique globale, il est plus asthénique, il n'a plus de myalgie, il avait des dysesthésies aussi et surtout un tableau de neuropathie périphérique qui va beaucoup mieux, il reprend du poids, il y a son diabète bien sûr qui se déséquilibre sous corticothérapie haute dose. Et sur le plan psychiatrique, je vais vous le détailler après, ça devient vraiment compliqué. Quand on creuse un peu ses antécédents psychiatriques, il avait une conjugopathie avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel d'après son psychiatre. Il avait quand même du tertian, de la sertraline, du prazépam et du zopiclone, donc un traitement psychotrope depuis mars 2020. Mais en fait, il y a vraiment une rupture avec l'état antérieur en 2021, qui est en fait le moment où sa créatinine a commencé à décrocher. En mars 2021, il fait une biologie. Son médecin traitant le convoque pour lui parler des résultats parce que sa créat est passée de 100 à 250. Et là, le patient lui dit qu'en fait, il a arrêté son traitement pour le diabète parce qu'il a perdu 10 kilos, qu'il va partir 6 mois au Maroc et qu'on en rediscutera après. Quand il part au Maroc, il fume du cannabis pendant les 6 mois, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Et en fait, il rentre en octobre dans un état d'agitation très particulier qui n'avait jamais été constaté auparavant. Et c'est la raison pour laquelle il est hospitalisé à Mermoz par sa famille initialement. Donc, à l'hôpital Mermoz, on découvre l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale. Il y a une IRM cérébrale qui est faite qui ne retrouve rien d'anormal. Et bon, après, il sort contre avis médical, il est hospitalisé en néphrologie. Donc, la chronologie, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre que purement une pathologie psychiatrique chez ce patient. Est-ce que c'était les troubles hydroélectriques au début? Est-ce que c'était la corticothérapie? On ne sait pas trop. Et en fait, en décembre 2021, il demande une hospitalisation pour faire le point, déjà parce qu'il y a un choc carcéral. Donc, quand on est incarcéré et qu'on ne s'y attend pas, c'est toujours violent. Et après, parce que il voulait savoir si sa pathologie, qui était quand même une pathologie assez sévère, pourrait être suivre de manière habituelle. Et à ce moment-là, le contact est quand même un peu particulier. Et ce qui se passe, c'est que avec ces 80 mg de corticoïdes, en fait, il devient ingérable en détention. Il est très théâtral, très logoréique, il a une agitation psychomotrice majeure. Il se fait régulièrement agresser par ses co-détenus parce qu'en fait, il va tout le temps les chercher, il va tout le temps les agresser. Il a des délires d'empoisonnement, il fait de l'exhibitionnisme, donc quelque chose qui n'était pas du tout connu auparavant chez ce patient. Quand on réinterroge son entourage, son médecin traitant qu'il connaît depuis des années, et son psychiatre qui disait qu'il y avait un fond anxieux avec un petit peu de dépression, mais rien de plus marquant. Et donc, dans ce contexte-là, au vu de la bonne évolution biologique du patient, on diminue la corticothérapie à 10 mg par jour en janvier 2022 et on essaie de l'hospitaliser pour faire le point. Vous avez l'état de sa chambre après son passage. Donc, il a fait une bouffée d'agitation aiguë. Il a tout démoli, il a tout refusé. Et en fait, l'histoire de ce patient, c'est que
À partir du moment où il a eu les corticoïdes, il avait un refus de soins, une non-compliance qui n'avait pas été observée auparavant. Et donc, on se posait la question de l'imputabilité de la corticothérapie chez ce patient-là. Et il a été du coup vu par mes collègues psychiatres qui disaient qu'il y avait une personnalité narcissique et quelques éléments de perversion. Donc, c'était un patient qui, de base, sur le plan psychiatrique, n'était pas, avait une pathologie de fond, que la présentation théâtrale initiale pouvait être liée à sa détention, mais qu'on pouvait imputer la corticothérapie sur l'aspect très théâtral, très logoréique, mais que tout le reste, et notamment a été évoqué potentiellement par un expert psychiatre, la psychose paranoïaque, elle, par contre, ne relevait pas de la corticothérapie. Et donc, on était dans un cas où il y avait à la fois la corticothérapie qui était un facteur de décompensation et à la fois au début, en fait, une pathologie psychiatrique très existante, mais qui, avec la corticothérapie, a décompensé dans des mesures qui sont difficilement contrôlables en détention. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on fait pour gérer un patient qui a des pathologies psychiatriques et une corticothérapie, voir quels effets ça peut provoquer et quand est-ce qu'on incrimine les corticoïdes. Et c'est ce que va vous détailler le docteur Guérin. Je suis ravi d'être ici. Moi, je suis le docteur Gérin Adrien. Je suis psychiatre à l'hôpital de Lyon-Sud, dans les services d'urgence, mais aussi en psychiatrie de liaison. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a fréquemment, on est quand même régulièrement sollicité par les collègues pour des patients qui ont des troubles psychiatriques, des troubles du comportement divers, dans des contextes d'introduction de corticoïdes. Donc, c'est une question qui nous arrive fréquemment. Moi, par rapport à ma présentation, j'ai éluté la question de la responsabilité pénale, parce que c'est déjà très compliqué de développer la question des troubles psychiatriques cortico-induits. Et c'est vrai que si on rajoute la dimension responsabilité, la personne est-elle responsable entièrement en possession de ses facultés au moment de l'acte, c'est encore plus compliqué. C'est des questions qui sont, vous le savez probablement, mais sont posées à des experts, hein, des questions d'expertise psychiatrique. Les experts vont se baser sur la dimension médicale. Est-ce qu'il y avait un trouble médical au moment des faits, mais ils ne vont pas se baser uniquement là-dessus. C'est vraiment deux choses différentes. Ce qui explique un peu la complexité. Et souvent, les experts ne sont pas forcément tous d'accord sur la question. Donc moi, mon topo, ça va vraiment être sur les troubles psychiatriques. Je vais rester très médical centré, troubles psychiatriques cortico-induits, pour ces raisons-là. Je vous fais une petite introduction rapide. Je vais vous parler des définitions actuelles qu'on utilise pour les troubles psychiatriques cortico-induits. Je vais vous faire un peu de pharmacovigilance, mais très rapidement, avec la méthode d'imputabilité médicamenteuse, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on procède en psychiatrie de liaison pour essayer d'évaluer si le médicament a une part de responsabilité, ou si la probabilité est importante ou pas pour que le médicament soit imputable. Il y a des signes mineurs qui ont été décrits, qui sont inspécifiques, qui ne sont pas vraiment des troubles psychiatriques en soi. Je vais vous parler des troubles graves, un petit peu d'incidence, les délais d'apparition des facteurs de risque, et puis une diapositive sur ce qu'il existe de traitements préventifs ou curatifs. Alors, vous savez, les corticoïdes, ça fait longtemps qu'on les a découverts. C'est une équipe de chercheurs dans les années 30 qui ont isolé le cortisol comme étant l'une des hormones sécrétées par les surrénales. Ils ont eu un prix Nobel par rapport à ça. On s'est rapidement rendu compte que ça marchait dans un grand nombre de pathologies somatiques, notamment la polyarthrite rhumatoïde. Et on s'est rapidement rendu compte des effets secondaires aussi, notamment des effets secondaires psychiatriques. Je vous ai retrouvé une vieille étude des années 50 qui avait été faite sur 80 patients à l'époque, qui détaillait déjà à l'époque les différents symptômes, les différentes réactions qu'on pouvait avoir en contexte de corticothérapie au niveau psychologique, psychique. Et il détaillait déjà des signes spécifiques comme des insomnies, une certaine irritabilité, des gens qui devenaient plus joyeux qu'à l'accoutumée, des choses comme ça, pas forcément spécifiques, et des troubles psychiatriques qui arrivaient bien plus rarement.
qui ont été repérés quand même. Il y a des définitions qui ont été faites à l'époque, mais qu'on n'utilise plus au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on se base surtout sur le DSM-5. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le DSM, mais c'est le manuel du trouble psychiatrique américain. Le DSM-5, il a été développé, il existe depuis 2013, c'est la dernière version en date. Dans la CIM 11, je suis allé regarder, ce sera à peu près les mêmes profils de définition. Et en fait, le trouble psychiatrique cortico-induit, il est inclus dans trouble induit par une substance, un médicament. Je vous ai donné un exemple. Par exemple, on prend l'exemple de trouble psychotique induit par une substance, un médicament, donc par les corticoïdes. Donc, dans la définition, ça c'est la définition du DSM-5. C'est la définition d'un trouble psychotique avec des idées délirantes, des hallucinations. Mais ce qui change, c'est la mise en évidence par l'anamnèse ou les examens complémentaires en fait, d'une prise médicamenteuse qui précède l'apparition des symptômes. Et on sait que le médicament peut être responsable de ces symptômes-là. Il y a un critère qui permet de définir que effectivement, la perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble psychotique non induit par une substance ou un médicament. Et dans le DSM, il détaille aussi, ça je pense que c'est assez important, que la perturbation ne survient pas exclusivement au cours d'un syndrome confusionnel. Ça, vous le savez probablement, mais quand il y a des symptômes confusionnels et des symptômes d'ailleurs psychiatriques, comme des idées délirantes ou des hallucinations, le syndrome confusionnel prend le pas sur les symptômes psychiatriques. Pourquoi? Parce que quand on traite le syndrome confusionnel, la plupart du temps, les symptômes psychiatriques régressent en même temps, en fait, que le syndrome confusionnel. Donc, dans le DSM-5, il le détaille. Et en fait, le DSM-5 se base sur la méthode d'imputabilité médicamenteuse, qui est plutôt utilisée en pharmacovigilance. Alors, je ne veux pas vous faire croire qu'en psychiatrie de liaison, quand on arrive pour une situation, on va sortir le tableau et puis on va vérifier à chaque fois si tous les critères sont remplis ou pas, mais quand même, dans notre raisonnement, dans notre approche, en tout cas, on fait comme ça. Pas que pour les corticoïdes, mais de façon générale. Donc, je pense que vous connaissez peut-être mieux que moi, mais il y a dans l'imputabilité médicamenteuse, il y a l'imputabilité intrinsèque et extrinsèque. Et l'imputabilité extrinsèque, c'est sur les critères bibliographiques. Alors, pour les corticoïdes, c'est les effets qui sont très souvent décrits, je les détaillerai plus tard, mais enfin, les effets indésirables psychiatriques sont fréquents. Donc, l'imputabilité extrinsèque pour les corticoïdes est toujours présente. Et dans l'imputabilité intrinsèque, on va voir si l'effet indésirable peut avoir un rapport chronologique avec la prise du médicament. Comment évolue l'effet indésirable si on fait évoluer les posologies du médicament, si on arrête, si on diminue les posologies, et que se passe-t-il si on essaye de réintroduire, en l'occurrence les corticoïdes, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des critères sémiologiques aussi, mais je ne vais peut-être pas forcément les détailler, c'est surtout les critères chronologiques, je pense, qui sont. Alors, les signes mineurs. A priori, les signes mineurs concerneraient plus de 50% des patients, c'est fréquent. Donc, quand on parle de signes mineurs, on ne parle pas de troubles psychiatriques en soi. C'est des signes qui sont spécifiques, qui ne posent pas forcément problème non plus. C'est des choses qui peuvent apparaître dans les suites de l'introduction des corticothérapies. Les personnes peuvent décrire une disparition d'une sensation de fatigue, une réduction d'un temps de sommeil. Ce qui a été décrit aussi, c'est un sentiment, mais alors c'est subjectif, de facilitation intellectuelle. Mais en fait, dans les examens de psychométrie, c'est plutôt une baisse qui est constatée. Il peut y avoir un débit de parole accéléré, une certaine excitation, une irritabilité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a a priori aucun de ces symptômes qui peuvent vraiment bien permettre de prédire l'apparition d'un trouble grave. En tout cas, moi, dans ce que j'ai recherché, je n'ai pas trouvé. Les troubles graves, donc c'est on va dire les troubles psychiatriques en tant que tels, c'est extrêmement polymorphe. Il peut y avoir un peu près tout. Les troubles de l'humeur à type d'hypomanie ou de manie, a priori, ça serait plutôt à l'introduction du traitement qu'il y a plus de chances que ça arrive. Les troubles dépressifs, ça serait plutôt lors des corticothérapies prolongées.
ou répétées. Les troubles psychotiques sont souvent aigus et c'est les thématiques et les mécanismes qui sont multiples. Et effectivement, ça on l'a pas forcément en tête, mais il faut faire attention au risque suicidaire. C'est quelque chose qui a été bien retrouvé, bien décrit. Le risque suicidaire qui est majoré dans des contextes de corticothérapie. Là, ce que je vous ai mis, c'est simplement une figure que j'ai reprise d'une des plus grosses cohortes en fait, qui a été faite sur le sujet. C'est une cohorte anglaise qui date de 2012. J'en ai pas retrouvé forcément de plus récentes, mais enfin, c'est celle-là qui a l'air d'être l'une des plus importantes. Et en fait, on voit bien qu'effectivement, par rapport à l'ensemble des troubles psychiatriques, il y a un risque, il y a un sur-risque qui est non négligeable. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude, c'est qu'effectivement, il mettait du coup confusion, pas forcément dans les troubles psychiatriques, mais neuropsychiatriques. Alors, bon, je vous le dis tout à l'heure, mais c'est vrai que la confusion n'est pas vraiment un trouble psychiatrique en soi, mais par contre, ça peut être associé, j'imagine, par exemple, aux idées suicidaires. Enfin, il peut y avoir une association ensuite entre les symptômes confusionnels et troubles psychiatriques. C'est pas si facile que ça de différencier les deux. Donc, c'est intéressant de mettre ça quand même. A priori, la confusion, ce serait plus fréquent chez les personnes âgées. Et effectivement, le risque suicidaire, vous voyez, qui est quand même bien augmenté, il serait plus élevé chez a priori. Alors, pour ce qui est de l'incidence, c'est variable en fonction du dosage. Je vous ai retrouvé une vieille étude qui date de 72, pas forcément trouvé plus récent que ça, mais qui montre bien, en fait, je trouve que c'est en ça que c'est intéressant, que plus on met des corticoïdes, plus il y a un risque de développer des symptômes d'un trouble psychiatrique. Donc là, ils ont mis des cutoffs inférieurs à 40 mg, entre 40 et 80 mg par jour, et plus de 80 mg, si on met plus de 80 mg, c'est 18%. Donc effectivement, plus on met des corticoïdes, plus il y a un risque. Si on revient sur la méthode d'imputabilité médicamenteuse, c'est en faveur effectivement de l'imputabilité des corticoïdes. L'incidence des troubles graves, toutes posologies confondues, c'est à peu près 5%, donc c'est pas négligeable. Le délai d'apparition est variable en fonction de la méthodologie des études. Donc les symptomaniaques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça apparaît en quelques jours, le plus souvent. Les symptômes dépressifs plutôt à plus long terme. Et encore une fois, plus on met des doses importantes, plus les symptômes peuvent apparaître précocement et de façon importante aussi. Les facteurs de risque, l'effet de dose, c'est le facteur de risque principal. Tout antécédent de troubles psychiatriques, bien sûr, c'est un facteur de risque. Et tout antécédent de troubles graves, troubles psychiatriques, on va dire, sous corticoïdes. Donc c'est à ça qu'il va falloir faire attention. Et pour ce qui est des traitements préventifs et curatifs, c'est assez simple, il n'y en a pas. En tout cas, pas de spécifiquement validé, pas à ma connaissance en tout cas. Il faut essayer de limiter les posologies au maximum, dans la mesure du possible. Il y a des études quand même qui existent sur des traitements antimorégulateurs ou antipsychotiques atypiques en préventif ou en curatif. Je sais qu'il y avait une étude qui avait été faite sur le lithium en préventif. On voyait que ça pouvait fonctionner, mais ce n'est pas forcément une bonne raison d'utiliser du lithium en préventif. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas le faire pour autant, mais en tout cas, on voit que ça peut fonctionner. En curatif, il proposait le Diprexa, le Lanzapine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un antipsychotique atypique qui a quand même le gros souci de faire prendre pas mal de poids. Donc pour les gens qui sont sous corticoïdes, si on prend en compte les autres effets secondaires du traitement, ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Mais enfin, sur les effets psychiatriques, ça avait l'air de fonctionner. La meilleure chose à faire, c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans le cas que tu as présenté, c'est d'essayer de limiter, de réduire au maximum possible posologie et durée du traitement. Pour ce qui est des antidépresseurs, dans ce contexte, c'est un peu comme tous les autres psychotropes, c'est à manier avec précaution. On ne l'introduit pas de façon systématique, il faut faire attention.